Donc bonjour à nouveau sur le deuxième épisode de ce récit d'aventure de la traversée d'une grande étendue de pays en moto que j'ai commencé à vous faire partager tout à l'heure. Donc là on est dans l'étape de bâtir sa route. Alors évidemment quand on a une carte, un planisphère, on se dit je vais aller de là à là, mais le choix qu'on doit faire de choisir un itinéraire passe par deux choses. Est-ce qu'on a envie de faire de l'autoroute ? Est-ce qu'on préfère faire des routes départementales ? Est-ce qu'on préfère faire des routes côtières ou des chemins ? C'est vrai que si on réduit notre ambition, on va faire beaucoup moins de kilomètres par jour. Mais par contre, on veut également choisir un endroit où on peut loger. Donc nous, on a campé pendant les 2 premiers mois de notre expédition, parce que voilà, le budget de cette expédition était limité, et on préférait faire plus de pays avec un budget limité, donc on campait. Puis c'est également l'occasion de rencontrer des gens, des cultures, des types de cuisine, et chaque jour, on a rencontré des gens qui nous ont hébergés dans leurs champs, dans leur petit camping, au bord d'une plage, et qui nous ont fait découvrir leur culture, leur cuisine, leurs traditions. Et comme on n'était que deux, et les motards, on n'est pas toujours perçus comme des gens dominateurs, contrairement à des gros 4x4, on est souvent bien accueillis par les civilisations sur lesquelles qu'on a rencontrées. Donc faire la route et de passer par les petites routes, c'est super. Mais on a également le besoin de savoir qu'on risque d'avoir de temps en temps à faire une révision, à faire une modification, à faire une réparation. Et c'est l'occasion également de trouver où sont les concessionnaires ou les garages, ou de la marque que nous avons, ou d'une marque similaire, pour éventuellement avoir besoin d'eux. Et comme nous roulions sur la marque, une marque allemande bien connue de motards, eh bien nous avions décidé d'essayer de repérer les garages de cette marque sur l'itinéraire. Et souvent, ils étaient dans les grandes villes. Donc on faisait quand même de temps en temps un passage par les grandes villes. Et la moto de mon fils a perdu beaucoup de puissance en la traversée de l'Allemagne et l'Autriche et après l'Italie. On s'est rendu compte de la perte de puissance. Et cette moto, pourtant, n'avait pas les symptômes d'un joint de culasse fendu. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai vécu des motos comme ça. Et donc on ne comprenait pas ce qui se passait. Donc je déchargeais régulièrement le poids de la moto de mon fils sur ma moto, qui commençait à s'alourdir. Mais bon, j'avais un peu plus de cylindrée. Ma moto était peut-être plus récente, je ne sais pas, mais on a réussi à rouler comme ça. Mais je le voyais disparaître dans mon rétroviseur jusqu'au moment où on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on s'est arrêté chez un concessionnaire au milieu du Kosovo. Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait la traversée des Balkans un jour dans votre vie, c'est magnifique sur les cartes postales, mais c'est quand même pas un endroit à conseiller pour des motos en mauvais état. Parce qu'il y a un concessionnaire par ville, en Croatie, en Serbie, et au Kosovo, on n'a pas trouvé de concessionnaire, bien sûr, de la marque allemande. On a trouvé un groupe de passionnés de motos, de 4x4 et de voitures de luxe qui avaient derrière des portes quasiment blindées un garage. Et le mécanicien, qui avait été formé dans cette marque munichoise de moto bien connue, avait fait son diplôme de mécanique sur le moteur de la moto 650 cm3 de mon fils. Donc quand on est arrivé dans ce garage un peu secret, honnêtement, c'était pas du tout facile de le trouver, c'est par un ami d'un ami d'un ami qu'on a réussi à y accéder. Le gars nous a dit, mais ce moteur, je le connais par cœur, il n'y en a pas de problème, je vais vous le commander, je l'ai pièces détachées à Munich chez le fabricant, et vous en avez pour 15 jours avant de pouvoir reprendre votre moto. Or, notre voyage n'était pas du tout basé sur 15 jours d'arrêt au Kosovo. Même si le Kosovo, c'est très joli comme pays, c'est quand même très marqué par la guerre à l'époque, si vous avez suivi la guerre des Balkans. C'est un petit pays qui est autoproclamé, les Serbes ne veulent même pas le reconnaître. Il n'y a pas énormément de tourisme encore, il n'y a pas d'infrastructure hôtelière. On était en plein milieu du mois de septembre, orage sur orage sur orage, et donc l'idée de rester 15 jours... Donc on s'est organisé, finalement ça a été plus rapide, on est reparti, mais la précaution qui consiste à trouver des garages sur la route est, à mon avis, un très bon conseil. C'est un peu pareil dans le business. Si vous avez l'occasion de faire revérifier la conduite de vos projets, la conduite d'un business plan, le plan de vente sur un grand compte, en rencontrant des gens compétents tout au fil de votre déroulement, je pense qu'on a plus de chances comme ça d'éviter des grandes surprises. Donc, ce qu'on a appris surtout, c'est que les pannes peuvent arriver. Et elles arrivent rarement seules. Une panne, on peut générer une autre. Vous la réparez, le lendemain, elle recasse. Vous la réparez le surlendemain. Bon. Et on a eu une succession comme ça de plans galères qui n'étaient pas du tout prévus dans notre itinéraire, qu'on a dû gérer avec un tout petit peu de patience. Et c'est pas forcément ma grande qualité, ni celle... Mon fils était surprenant de résilience. Il disait à chaque fois, si ça doit avoir lieu là, ça doit avoir lieu là. Et j'ai appris, à mes dépens, que finalement, la patience est une grande qualité. Et donc, je conseille encore une fois à tous ceux qui doivent s'engager dans un projet compliqué, comme un raid à moto, de s'armer de patience. Et c'est un peu pareil dans le management. Souvent, par exiger des résultats trop rapides, on met les gens sous pression. Cette pression n'est pas forcément bonne conseillère. Ces gens commettent finalement des erreurs d'interprétation, des erreurs d'analyse, des erreurs de diagnostic et finissent par commettre des fautes qui se reproduisent en erreurs. Et de ces erreurs-là, vous pouvez avoir des drames économiques, des drames industriels. Dans le
business, c'est exactement la même chose. Je pense que si on veut être agile, il faut avoir la capacité d'anticipation et de faire différentes hypothèses. Et vous vous rendrez compte qu'en ayant déjà modélisé vos hypothèses, vous risquez de tomber sur un scénario que vous avez déjà envisagé. Et je pense que la solution sera plus facile à trouver. Donc je pense que le motard est un bon révélateur des qualités de résilience, de passion et de préparation qu'un entrepreneur devrait avoir. Donc voilà, ça c'était sur l'aspect de la moto. Donc on est arrivé à réparer ces pannes et après on s'est surtout rendu compte que les autres pannes que nous avions, et il y en a eu pas mal, étaient souvent des pannes que localement on pouvait trouver quelqu'un pour nous réparer. C'est de la débrouillardise, comme on va dire. Et dans les pays, par exemple en Turquie, par exemple en Iran, où j'étais plus avec mon fils, on a découvert quand même que c'est dans l'arrière-boutique des électriciens qu'on trouvait toujours la pièce qui manquait, le bout de cap qui manquait. Et là, la solution pour se faire dépanner, c'est pas l'autorité, c'est le sourire. Et je pense que le casque qui s'ouvre, qui permet de montrer son visage, est un très bon conseil aux motards par rapport aux intégraux qui finissent par nous cacher complètement du regard et du sourire de l'autre. Et que le premier contact, les quelques premières secondes où on rencontre quelqu'un, nous-mêmes ayant un problème, on a besoin d'aide, c'est d'avoir un sourire qui rend envie à l'autre de nous répondre par un sourire ou un service. Et dans beaucoup de pays, la langue n'est pas facile. Tous ne parlent pas l'espagnol, l'anglais, le français ou l'allemand. Nous ne parlions pas toutes les langues que nous rencontrions, mais par contre, en quelques secondes d'un sourire, d'une connexion visuelle, on arrive à établir un contact de confiance, encore une fois, basé sur la compétence, la fiabilité et la sympathie. Et si les gens nous ont dépannés, que ce soit pour nous héberger pendant des nuits d'orage ou pour nous réparer un bout de fil qui était cassé dans le phare ou ainsi de suite, c'était uniquement parce que les gens sont gentils. Pour que les gens soient gentils, il faut l'être avant ça. Donc je recommande que la relation humaine soit le cœur du réacteur de tout motard qui s'aventure. Au même titre que le sourire sous le casque nous a rendu bien des services au fil des kilomètres, dans la relation professionnelle, à chaque fois qu'on a la possibilité, si on propose la bienveillance, l'empathie, la gentillesse et la sympathie, on a plus de probabilité que le service nous soit rendu. Donc, après, évidemment, comme on vit au quotidien des journées qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on a planifié, il faut prendre un peu de philosophie et prendre de la distance par rapport aux événements. Et finalement, on fait quelque chose qui nous passionne, d'être assis sur ces motos. Quand elles roulent, elles roulent. Bon, d'accord, parfois elles fument un peu, parfois il faut s'arrêter pour des réparations, mais on prend un plaisir évident à être assis sur nos montures. On a voulu ce projet, il faut qu'on prenne notre pied. Et donc on a appris à prendre notre plaisir et à prendre de la distance par rapport aux événements. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qu'également dans les affaires, on ne sait pas bien faire, c'est de prendre de la distance par rapport aux événements. On prend tout au premier degré. Chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, on personnalise, on pense que c'est contre nous. Et donc c'est un peu les accords de Toltec que je sais que certains d'entre vous connaissent, qui sont et une parole impeccable, ne prends rien personnellement, ne fais pas de généralité et fais de ton mieux à chaque occasion, qui sont les 4 accords qui me paraissent refléter la philosophie bienveillante du motard. Alors on nous voit toujours avec des grosses vestes en cordura, en cuir ou en coton waxé, avec des grosses bottes, des gants et des casques, mais derrière le motard sommeille souvent un petit ours avec beaucoup d'ouverture sur les jambes, beaucoup de tendresse. Et c'est vrai que le motard, quand vous le connaissez, est souvent quelqu'un de très ouvert, très curieux, qui veut comprendre, qui veut découvrir et qui veut partager. Donc c'est quelque chose que nous avons appris au fil des milliers de kilomètres qu'on a fait. Et j'ai quitté mon fils au moment où il partait, lui, pour l'Afrique. Et je l'ai retrouvé en Afrique du Sud. Et nous avons retraversé tout le continent sud-africain de Cape Town jusqu'à Durban, sur le long de l'océan Indien. Et là, de nouveau, rencontre, panne, dépannage grâce à un sourire qu'on a croisé par rapport à un autre motard. Il dit, mais venez chez nous, on va vous aider. Et ça, cette relation humaine qu'on a découvert dans l'entraide des motards, je pense que si le monde des affaires pouvait avoir cette même philosophie, je pense que beaucoup de partenariats s'en sentiraient mieux. Donc, il faut gérer son repos, il faut gérer son temps, et je pense qu'il est important également de gérer sa monture. De temps en temps, il est nécessaire de se poser et de faire une journée sans moto. De partir en basket, découvrir un château, une église, une basilique, un temple, une mosquée, et de découvrir la culture. Donc Sarajevo, par exemple, en Bosnie-Herzégovine, on a passé 3 jours pour rencontrer les gens qui avaient vécu les événements de Bosnie. Et donc ça nous a permis aussi de faire autre chose que de rouler, avec un casque et des gants, et de découvrir une autre partie. Parce que, mine de rien, ce casque est un peu une protection ou un filtre vis-à-vis de la société, et c'est vrai qu'une journée ou deux sans moto n'est pas un obstacle au tourisme et à la rencontre des culture. Donc le repos, eh bien, on a toujours essayé de camper dans des endroits relativement safe, où on pouvait s'alimenter, faire un feu, trouver des produits locaux. Si on n'en trouvait pas, trouver une petite brasserie locale ou un petit resto local. Dans beaucoup de pays, c'était une famille qui nous recevait avec 2 petites tables et on partageait ce qu'ils avaient.
et on essayait de comprendre avec Google Translate qu'est-ce qu'il voulait nous dire. Tous n'avaient pas une commande de l'anglais ou de l'espagnol, comme je vous l'ai dit, ou du français. Mais ça donne aussi une démarche très ouverte vers l'autre, que je pense dans beaucoup de processus d'apprentissage du management, on a un peu oublié. On oublie toujours le côté humain par rapport au côté performance, reporting, KPI, tableau de bord. Quand vous êtes dans un petit village au milieu de la Bosnie et que vous rencontrez des gens qui n'ont rien que leur sourire pour vous accueillir, ben vous découvrez qu'il y a encore beaucoup plus de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous opposent. Voilà, donc ça c'était un peu la démarche. Prendre du plaisir, c'est quelque chose que je considère nécessaire, et malgré les galères que nous avons vécues, et en particulier mon fils, je pense que la leçon que je retiens de ces 2 mois de moto, c'est définitivement prends ton pied. Parce que très souvent, on voit tous les côtés critiques de l'éducation qu'on a reçue, on voit tout ce qui ne marche pas, tout ce qui pourrait marcher mieux. Si on voyait que le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, je pense que beaucoup d'expériences seraient beaucoup plus réussies. Voilà pour la fin de la deuxième partie, je vous retrouve prochainement pour les leçons.